Est-ce que t'es Satoru Gojo parce que tu es le plus fort, ou est-ce que t'es le plus fort parce que tu es Satoru Gojo? Ok, alors j'ai pas envie de faire le maxeur avec cette phrase parce que c'est pas non plus la phrase du siècle, mais il n'empêche qu'elle est hyper intéressante pour le sujet que je veux aborder aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie d'être le plus fort et à quel point est-ce que ce trait caractéristique prend le pas sur le reste de l'identité d'un personnage? Voilà le questionnement qu'Akutami cherche à amener avec cette conversation entre Geto et Gojo. Mais du coup, moi, ça m'a aussi poussé à me demander si cette liberté gagnée en devenant le plus fort n'était finalement pas la plus étroite des prisons. Salam les refs, bien, moi c'est Jixtro et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous des personnages qu'on appelle Strongest, en m'intéressant à leur rôle dans une histoire, mais aussi aux propos que les auteurs vont chercher à raconter à travers eux. Juste avant, je tenais à vous remercier parce qu'on vient tout juste de passer les 1000 abonnés et ça me rend super heureux. Même si c'est rien à l'échelle de YouTube, vraiment, vous régalez les refs, merci pour tout. Et j'ai confiance, Inch'Allah, je vous remercierai bientôt d'être 100 000 sur la chaîne. Sur ce, place à la vidéo. Alors, pour commencer, et avant même de parler des personnages, j'avais envie de prendre quelques minutes pour revenir un peu sur l'archétype et sur le discours qu'il y a eu autour. Déjà, au cas où vous n'êtes pas familier avec le terme, Strongest, c'est juste de l'anglais qui veut littéralement dire le plus fort. Et si j'ai choisi d'ouvrir ma vidéo avec Jujutsu Kaisen, c'est justement parce que cette thématique occupe une place importante au sein du récit. Et puis, bon, faudrait vraiment être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître l'impact culturel qu'a eu cette œuvre, notamment sur le discours populaire autour de l'archétype. Donc j'étais un peu obligé de lui rendre ses hommages. Maintenant, j'espère aussi que vous êtes conscient qu'Akutami n'a rien inventé. Parce qu'en fait, le seul crédit qu'on pourrait légitimement lui accorder à ce sujet, c'est précisément le fait d'avoir mis le discours de Strongest au centre de son histoire, avec Gojo et Sukuna. Mais sinon, ce n'est ni la première fois que cette thématique est abordée, et ce n'est clairement pas non plus la meilleure représentation d'un tel personnage. Mais bon, pour comprendre ça, vous aurez besoin de mater toute la vidéo. D'ailleurs, je vois aussi parfois des gens mentionner Goku quand il y a des comptes sur ce sujet, mais je sais pas, soit on n'a pas lu le même manga, soit il y a une incompréhension totale de l'archétype de Strongest. Parce que, ok, Goku est fort, mais il n'a jamais été présenté comme étant le plus fort de l'œuvre. C'est même plutôt le contraire en fait. Avant chaque combat, il est dans une position d'underdog, qui va le forcer à step up pour pouvoir devenir plus fort et ainsi vaincre son ennemi. Mais du coup, ça rentre pas vraiment dans l'archétype. Les personnages qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont des personnages dont le statut est celui de plus fort. C'est pas quelque chose qu'ils cherchent à obtenir, c'est quelque chose qu'ils ont déjà. Et puis généralement, ils ont une vraie marge sur les autres persos, genre ils sont nettement plus forts qu'eux. Bien, maintenant qu'on a dit tout ça, il est temps de nous intéresser concrètement à l'archétype et surtout à comment il nous est présenté dans les différents mangas. Et déjà là, on doit faire une grosse distinction entre d'une part les personnages qui sont parmi les protagonistes et d'autre part ceux qui sont parmi les antagonistes. Ce serait facile de passer à côté, mais pour moi ça reste l'élément le plus important au moment de comprendre les Strongest dans leur construction et leurs propos. Du coup, pour commencer, regardons comment les Strongest sont traités lorsqu'il s'agit de protagonistes. Alors, dans cette situation, les personnages ont généralement un rôle assez explicite. Ils sont les plus forts de leur univers, et comme ils sont avec le protagoniste, ils agissent en tant qu'alliés protecteurs. C'est-à-dire qu'ils défendent la paix et la stabilité de leur monde. En gros, sans eux, c'est la merde. C'est le cas par exemple de personnages comme All Might dans MHA, Saitama dans One Punch Man, Dazai dans Bungo Stray Dogs, ou encore, et évidemment, Gojo dans Jujutsu. En fait, ils existent comme une force de dissuasion à la menace. C'est d'autant plus flagrant avec les cas d'All Might et Gojo, parce qu'il nous est clairement montré qu'une fois qu'ils ne sont plus là, les ennemis pullulent comme jamais. Mais il y a aussi d'autres persos qui font office de force protectrice en prenant tout de même un peu moins parti. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement avec le protagoniste. En fait, ils agissent davantage pour leur intérêt et juste, il s'avère que leur intérêt coïncide partiellement avec ceux du prota. C'est le cas de persos comme Escanor dans Nanatsu no Taizai, Urek dans Tower of God, Sinbad dans Magi ou encore Levi dans SNK. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que peu importe le cas de figure, tous ces persos finissent peu ou prou par être un mentor au protagoniste, à quelques exceptions près évidemment. Genre Saitama peut pas être son propre mentor, ça n'a pas de sens. Même si on voit qu'il finit tout de même par avoir une relation de mentorship, étant donné qu'il accepte de prendre Genos sous son aile. Un autre phénomène pertinent à souligner, c'est la volonté ou non du personnage à devenir le plus fort. En fait, certains n'ont pas vraiment eu le choix, c'est-à-dire qu'ils le sont devenus par la force des choses, simplement parce qu'ils avaient une prédisposition à l'être. Mais ça n'a jamais été un truc auquel ils aspiraient fondamentalement, ou pour lequel ils auraient cravaché. Genre, si on prend des persos comme Urek, Gojo, Sinbad ou Dazai, ils sont juste nés en ayant un don particulier qui leur donnait un avantage considérable sur tous les autres. C'est un peu comme si ça leur était tombé dessus, et du coup, ils font avec. Mine de rien, je trouve que c'est un facteur important pour mieux cerner le statut de Strongest et ses implications. Et justement, en parlant d'implications, regardons concrètement ce qui se cache derrière la force de ces personnages.
Si je prends Levi par exemple, on comprend direct à quel point cette force lui pèse sur la conscience. Il est le soldat le plus fort de l'humanité. Donc qu'il le veuille ou non, il a un statut privilégié comparé à tous ses camarades et même à ses amis. Ses relations ne seront jamais purement horizontales. Genre, il peut pas juste être au même niveau qu'un autre soldat du bataillon parce qu'il sera toujours beaucoup plus fort et donc beaucoup plus important. Du coup, il verra de nombreux soldats se sacrifier ou carrément être sacrifiés pour le protéger. Ce qui est tout sauf une situation agréable à vivre. Ok, mais en vrai, ça, c'est le cas de n'importe quel autre perso dans une position de chef. Et effectivement, c'est vrai. Sauf que, dans son cas, faut aussi prendre en compte l'aspect du plus fort, parce que ça veut dire qu'il aura aussi toujours infiniment plus de chances de survivre qu'un soldat lambda, vu qu'il est plus fort. Et donc, que ce soit son rôle de chef ou son statut de strongest, on se retrouve avec un personnage qui est limite condamné à perdre toutes les personnes qu'il aime. Et c'est même pas de la projection ce que je dis là, c'est factuellement ce qui se produit tout au long du manga. En fait, dès lors qu'il a rejoint le bataillon d'exploration, il a dû accepter cette réalité. Et le pire à mon sens, ça reste son dilemme à Shiganshina. J'en ai fait une vidéo il y a quelques semaines, donc je vais pas revenir dessus en détail, mais le simple fait qu'ils doivent assumer la responsabilité de protéger la seringue, c'est une pression titanesque, littéralement. Mais en même temps, c'est aussi ce qu'il y a de plus logique à faire, donc on peut difficilement le plaindre. Le tout devient encore plus cruel pour Levi quand il est confronté au choix de sauver Heroine. Parce que là, il doit carrément décider s'il tue ou non son meilleur ami. Non, vraiment, c'est horrible comme situation, et c'est pour ça que je parlais de prison étroite. Parce que, au final, Levi n'a pas d'autre choix que celui d'accepter la seringue, et donc toutes les responsabilités qui vont avec. Ce qui veut dire que cette force qui lui permet de survivre est aussi la même force qu'il condamne à voir tous ceux qu'il aime partir avant lui. La cerise sur le gâteau, si je puis dire ainsi, c'est que sa survie à lui, en tant qu'individu, n'importe même plus réellement. Son identité a complètement été diluée dans le fait d'être le plus fort. En même temps, les seules personnes pour qui Levi existait au-delà du statut de strongest sont toutes mortes. Donc forcément, il ne reste plus que la masse. Et la masse, elle, ne voit en Levi qu'un simple outil pour garantir la survie de l'humanité. J'aime bien l'exemple de Levi pour cet archétype, parce qu'il coche un peu toutes les cases de Strongest classique, avec ses atouts et ses limites. Mais du coup, je trouve ça d'autant plus intéressant de le prendre comme une sorte de base, pour voir comment les autres persos s'écartent de ce que je considère être le format classique de l'archétype. Par exemple, si on s'intéresse maintenant à Sinbad, le perso de Maggie, on voit qu'il y a quelques similitudes avec Levi au niveau de la solitude qu'engendre le fait d'être le plus fort. Sauf que l'autrice a poussé le curseur du bail à un tout autre niveau. Très vite, Sinbad devient tellement fort que ça en est presque risible. Je vais pas dire qu'il est omnipotent dans son univers, mais si on combine son influence politique qu'il a grâce à l'Alliance des Sept Mers, ses capacités au combat qui lui viennent des Sept Donjons, et son don pour voir le destin, franchement, on n'est peut-être pas si loin que ça de l'omnipotence. Ce qui va le mettre dans une position particulière parce que, au bout d'un moment, Sinbad il se rend bien compte qu'il peut faire à peu près tout ce qu'il veut dans son monde. Du coup, c'est ce qu'il fait. À la base, son idéal il est noble, c'est juste avoir un monde de paix dont il sera le garant. Pour ne pas dire le roi, et pour ne pas dire encore autre chose. Sauf que... disons que ça va se compliquer en route. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas trop spoiler l'intrigue de Maggie ou du spin-off, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il était tellement fort qu'il en est venu à avoir des ambitions complètement délirantes. Il avait l'impression d'être le seul à pouvoir sauver le monde, parce qu'il se considérait véritablement comme un être élu. Et en même temps, quand on voit tout ce qu'il a pu faire dans son parcours, on comprend pourquoi il pense ça. D'ailleurs, c'est un point essentiel du perso sur lequel j'aimerais insister. C'est pas en devenant un monstre de puissance qu'il a commencé à se sentir spécial. Il a toujours su qu'il était spécial, et même nous, en tant que lecteurs, on voit bien qu'il est effectivement spécial. C'est donc cette singularité en tant qu'individu qui lui a permis de devenir le monstre de puissance qu'on voit dans Maggie. Mais le problème, c'est que quand on ajoute son sentiment d'être élu à sa puissance démentielle, on se retrouve avec un perso qui n'a pratiquement plus aucune conscience du réel et de ses limites. Déjà, dans le spin-off sur sa jeunesse, on a vu avec quelle facilité il pouvait pencher du mauvais côté de la balance. Alors, quand on arrive dans Maggie, et qu'il a infiniment plus de puissance et d'influence, là, c'est mort, on va complètement perdre le frérot. Son idéal de paix va le pousser dans un délire hyper égocentré, perché, mais surtout sombre, à tel point que la figure d'allié protecteur qu'on avait au début de Maggie va totalement basculer, pour aboutir à un antagoniste en tout point. Donc le fait d'être le plus fort pour Sinbad, ça l'a mis sur un tel piédestal que ça a fini par corrompre son système de valeurs. Il était tellement persuadé d'être le seul détenteur de la solution pour sauver le monde que ça l'a complètement aveuglé et poussé à en devenir un de ses plus grands ennemis. Du coup, même si son idéal il était noble à la base, l'exécution, elle, était absolument bancale. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'explication de sa corruption est intrinsèquement liée à son statut de strongest.
C'est parce qu'il est arrivé à un stade où il se sentait au-dessus des lois de son univers qu'il a commencé à vouloir les changer. Dans son cas, on pourrait presque dire que c'est le monde entier qui était devenu une prison trop étroite, tellement sa puissance le faisait surplomber sa propre réalité. Et justement, tiens, pour rester sur cette idée de monde trop étroit, parlons maintenant d'Urek Mazino. Pour ceux qui connaissent rien de Tower of God, comme c'était mon cas il y a encore 6 mois, en gros, l'histoire prend place dans une tour. Mais une tour bien space, hein, genre on sait pas il y a combien d'étages dans la tour, on sait pas où est la tour, on sait pas pourquoi elle existe, on sait pas comment elle a été faite, on sait pas qui l'a construite. Ouais, je me rends compte qu'en écrivant qu'en fait, on sait presque rien du concept même de la tour. Mais Mohim, on est avec toi mon Gassiou, t'inquiète. Bref, ce que vous devez savoir, c'est que le but de 99,99% des gens qui sont dans la tour, c'est de monter le plus haut possible. Mais vous avez remarqué, j'ai pas dit 100%. Parce que Urek Mazino existe. Et son objectif à lui, c'est ni plus ni moins que de sortir de la tour. Encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est un des rares persos de l'œuvre qui vient de l'extérieur de la tour. Sinon, la grosse majorité sont nés à l'intérieur. Et la plupart même ne bougent jamais de l'étage dans lequel ils sont nés. Mais du coup, Urek, il sait qu'il y a un monde au-delà des murs de la tour, et c'est dans ce monde-là qu'il veut retourner. Sauf que personne n'a encore jamais réussi à sortir de la tour, on sait même pas si c'est possible de le faire en fait. Donc Urek, même s'il est littéralement capable de battre à peu près n'importe qui avec un seul doigt, est bloqué dans la tour. Une tour qui est véritablement trop étroite pour lui. Il essaye de s'occuper comme il peut, hein, mais bon, quand on est à ce point plus fort que tout le monde, plus grand chose n'a d'intérêt, vu qu'il peut régler n'importe quel problème en un claquement de doigts. Maintenant, ce qui est intéressant avec lui, c'est que, contrairement à Sinbad, il a un système de valeurs assez solide et honorable, donc il risque difficilement de sombrer du mauvais côté. Mais ça, c'est aussi en partie dû au fait qu'il soit sincèrement lassé par tout ce qui concerne la tour et ses intrigues. Là où Sinbad a voulu contrôler son monde comme un gosse fabriquerait son château de sable, Urek, lui, se sentait comme coincé dans un jeu pour gamins de 5 ans alors qu'il en avait déjà 50. Ok, alors avec Levi, on a vu qu'être un Strongest amenait une certaine solitude. Puis avec Sinbad, on a regardé comment ce même statut pouvait pousser quelqu'un à la corruption. Et ensuite, au travers du rec, on a pu constater qu'être fort, ça pouvait aussi finir par être extrêmement lassant. Du coup, maintenant, j'avais envie de vous parler d'un de mes Strongest préférés. Osamu Dazai, dans Bungo Stray Dogs. Tout à l'heure, je parlais des persos qui étaient des strongest sans vraiment le vouloir. Et Dazai est probablement l'un de ceux qui cristallisent le plus ce phénomène. C'est un strongest malgré lui, parce que son pouvoir est juste beaucoup trop fort. Il lui suffit de toucher quelqu'un pour annuler son pouvoir quand il le veut. En plus, c'est un des persos les plus intelligents de l'œuvre, donc vraiment, il a tout pour lui. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que c'est un truc si négatif. Et je vous répondrai que c'est une très bonne question, dont la réponse peut tenir en un seul mot. Dépression. Voilà, c'était tout pour Dazai, on passe au prochain perso. Ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai fait cette vanne alors que je déteste quand d'autres la font. Eh mais attends, c'est donc ça de devenir ce qu'on a toujours détesté? Je commence à comprendre Eren, tiens. Blague à part, pour en revenir à Dazai et sa dépression, le premier truc qu'on tilte quand on commence Bungo Stray Dogs, c'est qu'il est constamment en train de chercher une manière de se suicider. Sauf qu'au début, c'est montré de manière tellement comique qu'on se dit que c'est juste un gag sur la mort trop marrant et puis on passe à autre chose. Mais au fur et à mesure qu'on en apprend plus sur le perso, on se rend compte qu'il est réellement dépressif, genre c'est pas juste pour la vanne, le frérot ne prend vraiment plus aucun plaisir à la vie. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent sa dépression, notamment le fait que pendant une grande partie de sa vie, c'était un membre de la mafia. Sauf qu'un mec aussi puissant que lui en mafieux, ça finit forcément avec une tonne de victimes derrière. Du coup, quand il a changé de camp et qu'il s'est mis à sauver des vies, le poids de toutes les personnes qu'il avait tuées lui est retombé dessus, et c'est pas le truc le plus facile à vivre, je pense. En plus, pour ne rien arranger, Dazai subit aussi les conséquences de son pouvoir, la déchéance humaine. En fait, comme l'essence de sa capacité, c'est de priver les autres humains de leur spécificité. Il a l'impression de sombrer et de se déshumaniser, précisément parce qu'il se sert de son pouvoir pour déshumaniser les autres. Ok, c'était peut-être pas très clair, mais en gros, il perçoit son pouvoir comme une sorte de malédiction qu'il condamne à la solitude à force d'antagoniser le monde entier. On pourrait aussi parler du passé de Dazai avant même qu'il ne rejoigne la mafia, parce que là aussi, on tient probablement un des facteurs de sa dépression. Mais concrètement, l'idée que j'essaye de vous faire passer, c'est que l'origine de la dépression de Dazai est précisément son statut de strongest. C'est pas un lien qui est directement explicité dans l'œuvre, mais c'est quelque chose qu'on comprend facilement dès qu'on s'intéresse à la psychologie du perso. Parce que les conséquences de son statut de strongest, comme sa solitude ou son passé de mafieux, sont aussi les causes de sa dépression. Le plus intéressant avec Dazai, c'est qu'on se retrouve avec un perso qui se donne énormément de mal pour faire le bien, alors que lui-même est constamment en train de souffrir d'un mal-être intérieur. En fait, c'est comme si tout ce bien qu'il cherchait à accomplir n'était qu'une tentative foireuse de combler le vide immense qu'il avait en lui. C'est une interprétation qui prend d'autant plus de poids quand on regarde les inspirations du perso et de son pouvoir. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que sinon ce serait vraiment trop long.
Au final, c'est pour ça que je kiffe autant Dazai en tant que Strongest. Je trouve qu'il apporte une vraie complexité à la thématique, et limite même une certaine exhaustivité. Parce que l'auteur ne s'est pas contenté d'une approche superficielle, il a vraiment voulu explorer toute la profondeur des mots qu'un tel statut pouvait avoir sur un personnage. Donc, après la solitude, la corruption et la lassitude, Dazai nous montre une facette encore plus sombre du statut de Strongest, la dépression. Ok, j'espère que vous me suivez toujours dans ma réflexion, parce que là, on va s'attaquer à un autre gros morceau. Miyamoto Musashi, le protagoniste de Vagabond. Je vous parle de lui maintenant parce qu'il offre un parallèle intéressant avec tout ce qu'on vient de dire sur Dazai et son sentiment de vide intérieur. Déjà, j'avoue, Musashi, c'est peut-être un choix discutable dans l'archétype Strongest, parce que contrairement à tous les autres persos dont on a parlé jusqu'à présent, lui ne commence pas l'histoire en étant le plus fort. Mais la différence entre un Musashi et un Goku, par exemple, c'est qu'Inoue prend le temps de raconter quelque chose sur Musashi une fois qu'il devient le plus fort. Là où un perso comme Goku n'existe que pour devenir le plus fort. Parce qu'une fois qu'il le devient, y a juste plus rien à raconter sur lui. Typiquement, Dragon Ball s'arrête dès qu'il est le plus fort, et quand la série reprend avec DBS, on introduit d'autres persos plus forts que lui pour que Goku ait un nouvel objectif à atteindre. Bien, maintenant que ça c'est dit, parlons de Miyamoto Musashi, et de sa quête pour être le strongest. Si vous avez jamais lu Vagabond, en gros c'est l'histoire de Musashi, un samouraï qui cherche à devenir le plus fort de tout le Japon. Assez simple, et pourtant, oh bordel, qu'est-ce que ça va bombarder niveau réflexion. C'est surtout la deuxième partie du manga qui m'intéresse ici, quand Musashi commence à réellement s'approcher du statut de strongest, et qu'il se met doucement à s'interroger sur ce qu'un tel titre implique, mais surtout sur ce que ça signifie réellement pour lui. Le samouraï le plus fort du Japon. Musashi a couru derrière ces mots toute sa vie. Pourtant, plus il s'en approchait, et plus ces mêmes mots lui paraissaient fades, inintéressants et même superficiels. L'obsession qu'il poussait à progresser pour devenir le meilleur lui semblait désormais désuète, comme si, pendant tout ce temps, il était en train de gravir la mauvaise montagne. Est-ce qu'être le plus fort, c'était vraiment juste la capacité à vaincre n'importe qui en duel ? Ou est-ce que la force n'était pas ailleurs, comme dans la gentillesse ou dans la capacité de prendre sur soi, de ne pas céder aux provocations, d'aider ceux qui en ont besoin, ou encore, et plus simplement, dans le fait de pouvoir être heureux. Voilà ce que devenir le strongest a changé en Musashi. Lui qui était obsédé par cette idée a fini par ressentir un vide immense au moment où il a obtenu ce qu'il désirait. Parce que plus rien n'avait réellement de sens ou d'intérêt, même ce statut derrière lequel il avait tant couru. Alors il a remis en question son identité et ses croyances. Il a profité du vide qu'il avait en lui pour se reconstruire une nouvelle identité, moins obsédée, mais plus passionnelle. Il n'a pas délaissé le Bushido pour autant, simplement sa pratique du sabre s'apparentait désormais davantage à la pratique d'un art. Il ne cherchait donc plus à tuer des ennemis, mais à sublimer son maniement du sabre. Donc là où Dazai a ressenti un vide si grand à cause de son statut de strongest qu'il a fini en dépression, Musashi lui s'est servi de ce vide pour se reconstruire. Et dites-vous que son aventure est encore bien plus complexe et philosophique que ce que je vous ai brièvement présenté ici. Là je me suis vraiment juste contenté des grandes lignes pour que vous saisissiez le propos du manga. Mais je vous invite à aller lire Vagabond si cette thématique vous plaît, parce que le manga apporte une perspective encore différente de toutes celles qu'on voit d'habitude. D'ailleurs, vous avez probablement remarqué des similitudes entre ce que je viens de dire sur Vagabond et la manière dont Vinland Saga traite du propos autour de la force, que ce soit avec Thors, Thorfinn ou Thorkel. Je trouve qu'à cet égard, les deux œuvres se ressemblent vachement, dans le sens où toutes les deux essayent de démystifier la force en tant que simple capacité de combat. Du coup, je vais pas spécialement parler de Vinland dans la vidéo, parce que ça risquerait de faire doublon avec Vagabond, mais voilà, sachez que c'est pas un oubli. Plus tôt dans la vidéo, j'ai aussi mentionné Escanor et Saitama, mais bon, comme j'ai drop Nanatsu après la saison 2 et One Punch Man après la saison 1, j'avoue que je vais pas pouvoir en parler en étant hyper pertinent. Même si, je tiens à souligner que les deux apportent quelques idées assez intéressantes dans le propos d'un strongest. Genre, le fait que personne ne considère Saitama à sa juste valeur, ça fait qu'il est le plus fort sans vraiment en avoir le statut, là où tous les autres sont reconnus au sein de leur univers comme tel. Escanor, lui, apporte un truc encore différent, parce que son état de strongest est temporaire. Ça veut dire qu'il y a des moments où il n'est pas le plus fort, ce qui implique nécessairement qu'il a une identité au-delà de son statut de strongest. Un dernier perso que je veux mentionner mais dont je veux pas spécialement approfondir le cas, c'est All Might dans Hamacha. Lui aussi propose quelque chose d'intéressant à la discussion, étant donné qu'on le voit perdre son statut de strongest sans pour autant mourir. Donc il est forcé à développer une nouvelle identité, maintenant qu'il n'est plus le plus fort. Ah oui, et puis tant qu'on y est, petite mention à Mob aussi qui est un très bon strongest, mais vas-y, je peux vraiment pas parler de tout le monde. Bien, maintenant, pour finir sur les protagonistes, reprenons là où tout a commencé, avec Satoru Gojo. Je pense que mon trait toxique en tant que fan de manga, c'est clairement mon côté bandeur de flashback, parce qu'il faut voir la manière dont mon avis a complètement changé sur lui après l'arc du trésor caché. En même temps, le flashback nous offre une vraie opportunité de plonger dans la psychologie de Gojo, donc forcément, moi je kiffe, j'ai l'impression d'enfin mieux comprendre le type.
Le truc que j'ai préféré, c'est clairement sa relation avec Geto, parce qu'on voit qu'elle est la pierre fondatrice du Gojo qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, c'est intéressant de souligner qu'au début, ils se partagent le titre de Strongest à deux. Gojo ne se considère pas spécialement comme un exorciste plus puissant que Geto, mais tout bascule drastiquement quand Toji pop dans l'histoire. Après l'affaire de Rico, Gojo et Geto changent du tout au tout. Le premier prend désormais la pleine mesure de son statut de Strongest, qu'il ne partage plus avec personne, tandis que le second, lui, sombre dans un questionnement sans fin qui lui fait perdre tous ses repères. Mais en assumant ainsi son rôle de Strongest, Gojo accepte aussi toute la solitude qui va avec. Solitude qui est d'autant plus exacerbée maintenant que Geto n'est plus dans l'équation, parce qu'il était le seul qui pouvait un tant soit peu comprendre le mal-être de Gojo. Du coup, un peu comme Dazai qui fait le bien pour camoufler le mal de son passé, Gojo s'entoure et forme une nouvelle génération d'exorcistes pour combler la solitude de sa puissance. C'est d'autant plus intéressant qu'on voit qu'il cherche à former plusieurs exorcistes très puissants. Évidemment, l'intérêt premier, c'est de maximiser les chances que quelqu'un puisse reprendre le flambeau quand lui ne sera plus là. Mais on pourrait aussi y voir une tentative de sa part d'éviter à ce qu'une nouvelle situation comme la sienne ne se reproduise, avec un seul exorciste qui serait au-dessus du reste. Que ce soit avec Yuta, Akari, Todo ou même Itadori, Gojo a voulu faire en sorte qu'aucun d'entre eux n'ait à ressentir la solitude d'être le seul Strongest. Mais là, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui se demandent quand même pourquoi je parle de Gojo depuis tout à l'heure, alors qu'il n'est même pas le vrai Strongest de son manga. Mais je suis désolé de vous le dire, si vous pensez ça, c'est que vous n'avez pas vraiment compris l'intérêt de l'archétype. Parce que, à partir du moment où il est traité comme étant le strongest pendant une grosse partie de l'histoire, et que l'issue du combat entre lui et Sukuna n'est pas une évidence, mais bien un mystère qu'il faut élucider, Gojo est légitime dans la discussion de strongest. En fait, le cas de Gojo et Sukuna, c'est un peu le même que celui de Netero et Meruem. Oui, factuellement, il peut pas y avoir plusieurs personnages qui sont les plus forts. Le superlatif n'a vraiment de sens que si on désigne une seule personne. Toutefois, dans ce cas précis, l'identité du Strongest ne nous est révélée qu'à l'issue du combat, ce qui signifie que le doute qui plane est volontairement laissé par les auteurs. Autrement dit, Akutami ou Togashi nous invitent à considérer leurs deux persos à chaque fois comme étant tous les deux le Strongest, jusqu'à ce que l'un des deux ressorte vainqueur. Ok, alors maintenant, si je devais faire une sorte de petit récap sur ce qu'on a appris du Strongest en tant que protagoniste, je commencerai par souligner la solitude inhérente à ce statut. On l'a vu avec quasi tout l'exemple, même si je ne l'ai pas mentionné à chaque fois, dès lors qu'un personnage devient le plus fort, il est nécessairement confronté à une forme de solitude. Et c'est logique, pour qu'il soit le seul à être le plus fort, il doit bien être seul. En revanche, cette solitude n'a pas les mêmes conséquences chez tout le monde. D'un côté, on voit qu'elle a poussé Dazai à la dépression et Sinbad à la corruption, mais de l'autre, on voit qu'elle a transformé Gojo en quelqu'un de plus altruiste, et Musashi en quelqu'un de plus bienveillant. Donc même si le statut de Strongest amène nécessairement un certain mal-être, il n'est pas dit que ce mal-être ne fera pas naître quelque chose de bon à son tour. Du moins, c'est le cas lorsqu'on parle de protagonistes, et donc de personnages qui tendent vers un système de valeurs plutôt positif. Comme ils cherchent naturellement à faire le bien, ils vont s'efforcer de le faire malgré leur souffrance. Mais si on regarde du côté des antagonistes, on voit très vite que ce n'est pas nécessairement le cas. Alors justement, parlons-en. Ici, l'idée principale des Strongest, c'est qu'ils servent d'obstacles immenses et de menaces à la sérénité et stabilité du monde. Par contre, je dois vous avouer qu'en écrivant, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même nettement moins de bons exemples de Strongest réussis en antagoniste. Déjà parce qu'à mon sens, pour avoir un bon Strongest, il faut qu'il soit construit sur la durée. Genre, Boo dans Dragon Ball, oui, ok, c'est le plus fort à ce moment-là de l'histoire, mais on savait même pas qu'il existait l'arc d'avant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on aura naturellement une escalade de puissance à mesure qu'on avance dans une histoire. Mais c'est pas pour autant que chaque antagoniste qui apparaît mérite son titre de Strongest. Pareil, si je prends Kaguya dans la 4ème Grande Guerre, est-ce qu'on a vraiment envie de parler d'elle, genre ? Par contre, dans Naruto, on pourrait à la limite parler de Madara, qui, je trouve, avait tout d'un beau Strongest entre la construction sur la durée et même un propos sous-jacent hyper intéressant sur sa force par rapport à celle d'Hashirama. Mais bon, il a fallu Kishimoto se fume le crâne pour écrire ces derniers chapitres, du coup on a une conclusion qui est pas du tout à la hauteur du perso. En fait, là où on trouve les meilleures représentations de Strongest pour les antagonistes, finalement, c'est dans les mangas de sport. Mais en même temps, c'est aussi les plus faciles, suffit de créer un perso trop fort à son sport et voilà, le travail est fait. La liste est interminable, mais surtout, elle est inintéressante. Je vais pas vous mentir, c'est pas d'eux que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Du coup, il nous reste qui comme bon Strongest en antagoniste ? Dans les œuvres que j'ai faites en tout cas, je vois pas grand monde. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des noms, parce que j'ai vraiment l'impression de passer à côté de certaines évidences, mais en même temps, je vois pas lesquelles, c'est assez bizarre.
Je pense que la raison principale qui explique cette disparité entre protagoniste et antagoniste, c'est que c'est nettement plus compliqué d'écrire un strongest en antagoniste, parce qu'il faudra forcément s'en débarrasser à un moment, mais du coup, trouver un bon moyen de faire perdre un personnage dont le propos est d'être plus fort que tout le monde, bah c'est pas facile, et ça risque de fortement déplaire à une partie du public. Au final, j'ai retenu 4 noms, dont 2 que j'ai déjà mentionnés, avec Meruem et Sukuna. Là, au moins, je trouve qu'on est pile dans cette idée de strongest qu'on avait avec les protagonistes, mais transposée chez les antagonistes. Le cas de Meruem en tant que strongest est intéressant dans la proposition, parce que, étonnamment, il ressemble pas mal à ce qu'on a vu avec Musashi. Je veux dire, le perso commence son développement en étant obnubilé par l'idée de puissance. Pendant très longtemps, elle est la seule métrique qu'il juge pour décider du sort de quelqu'un, entre la mort ou la servitude. Mais les choses vont quelque peu changer lorsqu'il rencontre Komugi, parce que sa seule existence contredit le système de pensée de Meruem. Lui qui ne jurait que par la force va devoir composer avec cet être qui n'a aucune force physique, mais qui pourtant ne cesse de le vaincre au Gungi. Alors là, 2 possibilités s'offrent à lui. Soit il la tue et il se débarrasse du problème, soit il cherche à comprendre cet être si frêle et pourtant si puissant. Meruem choisira évidemment la seconde option, ce qui va l'ouvrir à une toute nouvelle réalité, dépassant le cadre de la simple force physique. Il développe une réelle empathie, alors que ça aurait été inimaginable quelques jours auparavant. Lui qui ne pensait qu'à tuer se retrouve donc à vouloir protéger la fragilité de Komugi. Mais si ce changement survient en lui, c'est précisément parce que sa conception de la force a changé. À ses yeux, Komugi était forte, même si elle était incapable de se défendre contre un oiseau. C'est en ça que je vous disais que son cheminement ressemble à celui de Musashi. Tous les deux commencent en étant obnubilés par la puissance, mais tous les deux finissent progressivement par s'adoucir et s'ouvrir au monde. Pour ce qui est de Meruem, cette ouverture se manifeste au travers de Komugi. C'est elle qui lui permet de s'extraire de la solitude inhérente à son statut de strongest. D'ailleurs, c'est marrant, parce que Meruem, en tant que perso, ne nous paraît jamais aussi fort qu'après son combat contre Netero. Pourtant, à ce moment-là, le changement interne du perso avait déjà été entamé. Il n'était plus du tout la brute qu'on connaissait, et il était même préoccupé par le sort de Komugi, qui avait été blessé. Ce qui nous donne cette situation où Meruem est à la fois le plus fort, mais aussi complètement impuissant, car ce qui lui importe ce n'est pas de vaincre Netero, mais de sauver Komugi. Or, il n'a aucune influence là-dessus. Donc finalement, Meruem en tant que strongest aura d'abord été amené à reconsidérer tout son système de pensée, pour ensuite être confronté à l'impuissance de sauver celle qu'il désire. Le tout sans jamais perdre son statut de strongest. C'est ça qui rend l'écriture du perso si brillante. Togashi a insisté sur la force de Meruem dans sa caractérisation pour derrière nous montrer qu'elle ne lui aura été d'aucune utilité, que ce soit contre Netero ou même avec Komugi. Ok, maintenant parlons du fléau le plus dangereux de l'histoire, Sukuna. Je sais pas si ce que je m'apprête à dire c'est une hot take ou pas, mais vraiment, pour un manga avec autant de buzz que Jujutsu, je trouve qu'on n'en fait pas assez avec lui. Je vois tout le monde qui fait Gojo en mode c'est le perso du siècle, alors qu'il y a Sukuna dans le même manga. Je veux dire, le frérot est meilleur que lui, même dans ce que Gojo fait le mieux. C'est pas tant une question de savoir qui est le plus fort des deux, même si ça rentre forcément en compte vu que c'est le cœur de leur relation. Mais c'est plutôt que leur rapport à la force n'est pas vraiment le même. Et c'est ce petit décalage qui fait toute la différence à mon sens. En fait, Sukuna a un rapport très pur avec le fait d'être le strongest, là où Gojo ne s'en sert que comme un outil pour parvenir à ses fins. Pour le dire autrement, Gojo est devenu le plus fort pour pouvoir protéger le monde, mais Sukuna est devenu le plus fort pour être le plus fort. C'est un peu l'anti-Musashi à ce niveau, dans le sens où Sukuna trouvait du sens à son existence précisément dans le fait d'être le plus fort. Il a jamais questionné cette réalité parce que ça n'a jamais été pour lui un poids ou une gêne. Au contraire même, il prenait plaisir à savoir que c'était ça son identité. En ce sens, c'est vraiment un cas à part, parce que tous les autres personnages, qu'il s'agisse d'antagonistes ou de protagonistes, finissent par subir leur statut d'une manière ou d'une autre. Genre, leur identité de strongest les enferme dans une réalité trop étroite en leur infligeant différents types de souffrances. Mais Sukuna, il nous prend un contre-pied total, parce que cette identité qui semblait trop étroite chez les autres, avec lui, on dirait que c'est un univers en expansion tellement il s'éclate à être le strongest. Après, évidemment, lui aussi, il a son lot de solitude, mais ça, c'est la constante, on connaît maintenant. En fin de compte, Sukuna, c'est un peu le perso qu'aurait été Meruem s'il avait jamais rencontré Komugi. On perd peut-être en complexité et en couche de lecture, mais on gagne cette pureté à être le strongest. Une pureté qui n'aura jamais été souillée, même dans ses derniers instants avec Itadori. Bien, on approche doucement de la fin là, mais je dois juste vous parler d'encore 2 antagonistes. Le premier, c'est Kaido, dans One Piece. Bizarrement, je trouve qu'on en parle assez peu lorsqu'il s'agit de strongest. Pourtant, j'ai l'impression qu'il coche toutes les cases de l'archétype, que ce soit dans la construction long terme ou même dans le propos autour de la force. Par contre, j'avoue, on descend clairement d'un niveau en termes d'écriture par rapport à Meruem ou même Sukuna. On n'a ni la complexité du premier, ni la pureté du second, ce qui nous laisse juste avec une proposition classique autour de la solitude du strongest.
Même si on voit qu'Oda essaye de donner une ampleur tragique au perso avec ses tendances suicidaires, son alcoolisme ou encore sa relation conflictuelle avec Yamato. Et en soi, ça marche assez bien, c'est juste que ça manque quand même d'un petit quelque chose pour vraiment rendre ça marquant. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les gens l'oublient. Il a beau être un strongest en tout point, il est totalement éclipsé par le reste du cast d'OP. Ce qui est assez marrant comme phénomène quand on regarde bien, parce que au sein de l'univers de One Piece, Kaido a longtemps été dans l'ombre de légendes bien plus puissantes que lui. D'abord c'était Chebek, puis il y a eu Roger, et quand Roger est parti, Barbe Blanche s'est accaparé le trône pendant 20 ans. Limite, on pourrait dire que Kaido est devenu strongest par défaut, simplement en étant le suivant dans la hiérarchie, mais sans vraiment mériter le titre. Et justement, peut-être que cette idée hantait son esprit, parce qu'on voit qu'il a une certaine fixette sur l'ancienne génération. D'un côté, il cherche à mourir pour les rejoindre dans la légende, mais d'un autre côté, il veut partir sur la plus grande guerre de l'histoire pour que sa vie soit plus légendaire encore que celle de ses prédécesseurs. Du coup, je trouve ça drôle parce que, d'une certaine manière, ce syndrome de l'imposteur qu'il a vis-à-vis de son statut de strongest, c'est aussi un peu ce que la fanbase ressent vis-à-vis de lui, étant donné que nous aussi, on néglige fréquemment dans la discussion des plus forts. Mais bon, là j'extrapole pas mal. Le vrai propos de Kaido, ça reste cette solitude qu'il ressent suite au départ de toutes les légendes mortes avant lui. Solitude à laquelle on peut ajouter une certaine insécurité, parce qu'on sent qu'il a peur d'être abandonné, et c'est notamment pour ça qu'il s'efforce à toujours être le plus fort. Comme ça, au moins, il s'assure de ne jamais devoir dépendre de personne. Et mine de rien, je trouve l'ajout de Yamato ici plutôt pertinent, parce que d'une part, il accentue l'insécurité de Kaido en nous montrant qu'il voulait faire de son enfant une bête de puissance aussi, et d'autre part, on voit que malgré tout, son vide n'aura pas été comblé, car Yamato s'opposera à lui. Le dernier truc que je dirais sur Kaido, c'est que son impopularité est aussi très probablement due aux arcs dont il est l'antagoniste principal. Que ce soit Wano ou Onigashima, disons qu'on n'est pas au prime d'Oda, et ça se voit, pour rester gentil. Donc forcément, ça impacte notre appréciation du perso. Ok, maintenant, pour clore cette partie sur les antagonistes, parlons de mon strongest préféré, que je me suis égoïstement gardé pour la toute fin. Arima Kisho, le dieu de la mort du CCG dans Tokyo Ghoul. Je pense que ce qui fait que je trouve son écriture si fascinante, c'est parce qu'il combine à la fois les traits des protagonistes et ceux des antagonistes. Je m'explique. Déjà, faut savoir qu'il est un inspecteur du CCG, un organisme dont le but est de combattre les ghouls pour protéger les humains. De ce point de vue-là, on peut facilement le rapprocher à des Gojo, All Might, Levi et Tutti Quanti, parce que lui aussi, son rôle, c'est de protéger l'humanité face à la menace que représente cette nouvelle espèce. Mais du coup, là où il se différencie de tous ces persos, c'est que de notre point de vue, ça reste un antagoniste vu que nous on suit l'histoire par le prisme de Kaneki et donc des ghouls. Ce qui fait que les sentiments de protection et de sécurité qu'on aurait normalement dû avoir se transforment en peur et en impuissance car Arima est notre ennemi. Et c'est pas n'importe quel ennemi, c'est un ennemi dont la force est absolue. Un ennemi qu'on affronte non pas pour vaincre, mais simplement pour essayer de survivre en lui échappant. Il nous paraît d'autant plus fort qu'il est très peu expressif, comme s'il était à peine humain. En fait, face à lui, ce sont limite les ghouls qui paraissent le plus humaines, tellement il est froid et sans pitié. En plus, comme il parle jamais plus que nécessaire, ça le rend naturellement hyper mystérieux. Personne, pas même ses alliés les plus proches, ne sait véritablement ce que pense ou ce que désire Arima Kisho. Ses intentions sont une réelle énigme, et le seul indice dont on dispose pour la résoudre, c'est sa force. Elle est la seule donnée connue dans l'équation du perso. Un autre élément qui ajoute à son ambivalence, c'est sa relation avec Kaneki. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Tokyo Ghoul est divisé en deux parties. Dans la première, Arima et Kaneki sont des ennemis, sans réelle ambiguïté. Mais dans la seconde partie, Kaneki perd la mémoire pendant un moment et il finit par travailler sous les ordres d'Arima, ce qui complexifie aussi bien leur relation que le perso lui-même. Leur relation d'abord parce qu'on retombe sur ce mentorship dont je vous parlais en début de vidéo, alors qu'on sait qu'ils devront inévitablement s'affronter. Le personnage, ensuite, parce que maintenant que le protagoniste le côtoie de si près, on peut réellement prendre la pleine mesure de sa puissance, mais aussi réaliser à quel point il restera toujours énigmatique. Mais vous le savez peut-être pas, je suis pas vraiment du genre à kiffer les persos qui sont mystérieux juste pour l'être. J'ai besoin d'un peu plus de substance pour me maintenir impliqué. Et justement, le truc qui m'a toujours interpellé chez Arima, c'est que je comprenais pas pourquoi il avait un tel intérêt pour Kaneki, alors qu'il aurait pu le tuer n'importe quand s'il le voulait, mais il choisissait toujours de lui laisser la vie sauve. Il faudra attendre leur dernier combat pour qu'enfin tous les mystères du perso s'élucident, et la clé résidait bel et bien dans sa force. En fait, ce statut de strongest n'a pas simplement condamné Arima à la solitude, il lui a carrément retiré son libre arbitre. Il était tellement fort qu'il était obligé de servir le CCG, il se devait d'être ce dieu de la mort qui faisait office de rempart aux ghouls. Mais en réalité, lui ce qu'il désirait, c'était une forme de cohabitation et de paix durable entre les deux espèces. Du coup, on comprend mieux aussi pourquoi Kaneki l'intriguait autant. Il avait vu en lui l'espoir de voir son rêve se réaliser.
Alors Arima va instrumentaliser son propre statut de Strongest, en mourant et en obligeant Kaneki à s'approprier sa mort. Ainsi, il devient celui qui a battu le dieu de la mort. Il devient le nouveau Strongest, même s'il n'avait pas vraiment battu Arima. Ce dernier savait qu'il n'aurait jamais pu fédérer les ghouls, alors il a préféré utiliser sa propre vie comme outil pour permettre à Kaneki d'accomplir ce que lui n'aurait jamais pu. C'est pour ça que je surkiffe Arima Kisho en tant que Strongest. Il a toute la complexité et la brutalité des précédents, avec en plus une utilisation hyper brillante du statut lui-même. Sans parler du fait qu'Ishida jongle à merveille sur l'écriture du perso entre ses traits de protagoniste et ses traits d'antagoniste. D'ailleurs, c'est marrant, mais pendant que je réfléchissais au perso, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite ressemblance avec Koro Sensei dans Assassination Classroom. En fait, c'est cette idée d'avoir un antagoniste surpuissant qui cherche à se faire tuer par le protagoniste pour lui apprendre quelque chose en chemin et lui permettre de mieux vivre derrière. Mais bon, je vous en veux pas si vous trouvez la comparaison lunaire, hein. Ok, alors maintenant pour résumer brièvement ce qu'on a vu des Strongest en tant qu'antagonistes, je dirais que eux aussi ont cette même constante qui est la solitude. Que ce soit Meruem, Sukuna, Kaido, Arima ou même Madara et Koro, dont j'ai parlé en passant. Mais là où avec les protagonistes on voyait les personnages bien agir malgré leur solitude, avec les antagonistes on voit les personnages mal agir à cause de leur solitude. Meruem étant probablement la seule exception ici, parce que sa solitude finit par être comblée via Komugi. Bon, c'était bien cool de parler de tous ces persos, mais au final, qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Alors déjà, pendant la vidéo, je me suis quasi exclusivement focalisé sur les aspects négatifs, parce que je suis implicitement parti du postulat que tout le monde était conscient des avantages que ça impliquait d'être fort, donc ça me semblait pas pertinent de m'attarder sur les aspects positifs. Mais c'est évident qu'il y en a rien que le fait de pouvoir protéger les personnes qui nous sont chères, ça n'a pas vraiment de prix. Donc voilà, j'avais quand même envie d'expliciter ça au moins une fois dans la vidéo, histoire d'être sûr qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. Et ça va me permettre d'embrayer sur le plus gros point noir qu'on a mis en évidence avec tous les persos, leur solitude. Mais on a surtout vu que le plus intéressant, c'était ce qui venait après la solitude, que ce soit positif ou pas. Et là, chaque auteur y va de sa propre interprétation de l'archétype, des plus complexes comme Dazai, Arima ou Meruem, à des plus simples comme Sukuna, Kaido ou Levi. Tous vivent la solitude de leur statut d'une manière différente, et c'est ça que je trouve le plus intéressant avec l'archétype. On a beau avoir une tonne d'exemples qui semblent identiques, dès qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'aucun n'est vraiment pareil. Aussi, pour revenir à mon propos dans l'introduction, je pense qu'on peut affirmer sans grand débat que oui, le statut de Strongest apporte peut-être une certaine liberté d'action et une marge de manœuvre, mais il apporte aussi énormément de contraintes, de restrictions et de responsabilités. Tous finissent prisonniers de leur statut, mais ce n'est pas pour autant une prison éternelle. Des personnages comme Musashi ou Meruem ont réussi à s'en extirper après avoir pris du recul sur leur situation. Bon, par contre, il y en a aussi certains qui se font complètement bouffer par leur statut. Genre Sinbad ou Arima n'avaient plus aucune identité propre, si ce n'est celle d'être le plus fort. Carrément, ça poussera le premier à vouloir devenir le dieu de son monde, et le second à se tuer pour arrêter d'en souffrir. Et là, je suis obligé d'en replacer une pour Sukuna, parce que vraiment, j'ai trop kiffé sa nonchalance et son acceptation de tout ça. En fait, j'imagine une scène où on voit tous les persos dans la même pièce et je peux pas m'empêcher d'éclater de rire. Genre, t'as tous les persos qui font une crise existentielle parce qu'ils veulent être autre chose que juste le plus fort, et puis t'as Sukuna qui est en mode mystérieux. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Non, non vraiment. Sukuna, c'était quelqu'un, y a pas à dire. Enfin bref, avant de passer à la conclusion, je tenais à faire une petite mention à Fire Force et Demon Slayer. Je sais que les deux œuvres ont des Strongest assez intéressants, mais comme je les ai pas encore vus là où je me suis arrêté, j'ai pas pu en parler. D'ailleurs, n'hésitez pas, s'il y a des Strongest que j'ai pas du tout mentionné, je sais qu'à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, je reçois toujours plein de commentaires en mode pourquoi t'as pas parlé d'un tel ou d'un tel, mais les refs, je peux pas avoir lu tous les mangas et vu tous les animes qui existent. Forcément, il y a des trucs que je connaîtrais pas du tout. Après, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de voir que les sujets dont je parle vous tiennent à cœur. Surtout quand vous faites vous-même l'analyse des persos en commentaire, ça me donne encore plus envie d'aller commencer les œuvres. Ok, du coup, je pense que pour conclure, je dirais qu'être un Strongest, ça amènera nécessairement son lot de solitude et de souffrance, notamment via une perte tangible d'identité, mais pour autant, cette force et le statut qui va avec restent un outil précieux qui permettent au personnage d'accomplir de nombreuses choses. Bref, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, et abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, encore merci pour les 1000 abonnés, on va décupler ça d'ici 2027, Inch'Allah. Sur ce, c'était le Strauss, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.